Oui, bonsoir. Alors, je dois parler au nom de Madame Dolson, directrice de la Maison Hein, qui est souffrante et qui m'a demandé de l'excuser comme de vous accueillir, si l'on peut dire, à sa place. Euh, Dans la programmation de ce mois, il y avait deux saisons dans la série Heidegger. La saison 1, c'était Heidegger après la pluie, c'était le 15. La vidéo est en ligne d'ailleurs. Et le thème, c'était comment continuer à penser avec Heidegger. Et en saison 2, c'est aujourd'hui. Et comme Antoine Spire sera notre modérateur, je lui passe tout de suite la parole. Bien, bonsoir à tous. Donc, nous allons parler des Cahiers noirs et centrer sur ce livre de François Rastier, qui sera d'ailleurs un plaisir de vous dédicacer à la fin de notre rencontre et qui s'intitule Heidegger, Messie antisémite, ce que révèlent les Cahiers noirs. Ce livre est publié aux éditions du Bord de l'eau. Je voudrais donc vous présenter, outre François Rastier, comme chacun sait, est directeur de recherche au CNRS. C'est un linguiste, spécialiste en sémantique des textes, bien utile pour lire Heidegger, me semble-t-il. Il a publié Ulysse à Auschwitz, sur la poésie de Primo Levi aux éditions du Cerf. Et donc ce livre sur Heidegger, il a publié bien d'autres choses, mais je cite ces deux livres qui consonnent avec le titre de son livre, Heidegger, Messie antisémite. Avec nous, à ma gauche, Sabine Procoris. Sabine Procoris est philosophe et psychanalyste. Elle a publié Au bon plaisir des Dr Graves, lecture critique de Judith Butler. C'était aux Presses universitaires de France. Des raisons, des raisons, des raisons, des raisons. Les juges face aux nouvelles familles, avec une préface d'Elisabeth Badinter. C'est un livre qui n'est pas publié aux Presses universitaires de France. Et puis La psychanalyse excentrée, c'était aussi aux Presses universitaires de France. À côté d'elle, Alain David. Alain David est ancien directeur de programme du Collège international de philosophie. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Racisme et antisémitisme, essai de philosophie sur l'envers des concepts, qui était paru chez Ellipse. Et puis enfin Gaëtan Penny, qui est ici à ma droite, qui est prof de philosophie, qui a fait... Pardon ? Pardon ? D'allemand, excusez-moi. Oui, d'allemand. Prof d'allemand, qui a fait sa thèse sur Bernard Bolzano et l'idéalisme allemand, la question de l'a priori, et qui a publié dans Cité un article sur l'antisémitisme de Heidegger, à la fois reconnu et toujours minoré. Il est le co-auteur de ce livre que tout le monde connaît ici, je suppose, qui s'appelle Heidegger, le sol, la communauté, la race, livre qui avait été publié aux éditions Beauchesne sous la direction d'Emmanuel Faye. Alors, peut-être on va commencer par le thème et les raisons d'être de votre livre. Quand le Cahier noir a commencé, les Cahiers noirs ont commencé à sortir en Allemagne, François Rastier, vous avez pensé que c'était indispensable de les lire. Il y a eu un très grand retard, c'est le moins qu'on puisse dire, du point de vue de la publication, de la traduction en français des Cahiers noirs. Longtemps, ça a été tenu secret par les ayants droit de Martin Heidegger, ces Cahiers noirs, qui consignent donc les réflexions du philosophe allemand à partir de 1932 et qui viendront à terme couronner le reste de son œuvre et ajouter une pierre essentielle à la lecture de son œuvre. La publication des 4 premiers volumes entre 2014 et 2015 a déclenché un débat international en raison de passages explicitement antisémites et de l'apologie d'un nazisme absolument inconditionnel. Ce débat a eu lieu dans beaucoup de pays. En France, c'est d'autant plus difficile que la publication des Cahiers noirs est toute récente, des premiers volumes, et qu'elle vient juste de paraître, et que nous avons donc beaucoup de retard. Pour autant, vous les avez lus en allemand, François Rastier, et vous avez pris conscience de ce que ça changeait à la lecture de l'œuvre d'Heidegger. C'est la raison pour laquelle vous avez lancé ce livre. Et peut-être avant que je donne le plan de notre discussion, peut-être ce serait bien que vous nous expliquiez quel était au fond votre projet avec ce livre.
Oui, alors il se trouve que j'avais publié au PUF en 2015 un petit livre qui s'intitulait Naufrage d'un prophète, Heidegger aujourd'hui. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce prophète prophétisait la venue d'un Messie qui n'était autre que lui-même. C'est le Messie des derniers temps. Alors, on sait qu'il y a un millénarisme du Troisième Reich, hein, mais quand, par exemple, dans les Cahiers noirs, Heidegger écrit « La fin de l'américanisme aura lieu en 2327 », qu'est-ce qu'il fait? Il prend la posture du prophète. Mais pourquoi 2327? Parce que c'est le 400e anniversaire de la publication de Sein und Zeit. Hein? Et donc, il prophétise de manière à ce que son œuvre soit l'opérateur de l'histoire du salut. Hein, puisque la fin de l'américanisme, c'est la fin de l'enjuivement, ce que Céline appelait les judéo-nègres. C'est la figure de Soros qui est là partout dans les journaux et dont on parle beaucoup dans bien des pays. Et si son œuvre est l'opérateur de l'histoire du salut, ça le rattache aux sectes ariosophiques dont la Ligue du Graal, à laquelle il a appartenu dans sa jeunesse, et qui a fait partie des mouvements qui se sont fondus dans le parti nazi à partir de 1919. Alors, cette posture messianique a aussi l'intérêt de détruire le judaïsme de l'intérieur, hein, puisque le Messie des derniers temps sera Heidegger et non pas le roi David. Hein. Alors, ces thèmes sont présents dans son œuvre. Sa dernière interview parue posthume dans le Spiegel finit par les mots « Seul un Dieu peut nous sauver ». Et donc, il y a quelque chose qui est un leurre tendu à ses disciples et à sa postérité, notamment ses disciples juifs à qui il a donné un schéma messianique dans lequel ils ont pu se reconnaître. Et cette destruction du judaïsme de l'intérieur est quelque chose de fondamental, parce qu'il ne suffit pas d'exterminer les juifs, il faut aussi détruire le judaïsme. C'est-à-dire que les deux plans se complètent, de la même façon que le racisme, disons, biologique, se complète par un racisme métaphysique qui en est l'acmé d'une certaine manière. D'où aussi la fascination des heideggeriens, de Arendt jusqu'à Agamben, pour le messianisme juif hérétique du XVIIe siècle, notamment la figure de Sabbatai Zevi, ce messie qui finit converti à l'islam, et de Jacob Frank, qui lui s'est converti plutôt au catholicisme ensuite, mais ce sont des figures présentes dans la théologie politique d'aujourd'hui, notamment celle d'Agamben. Et cette théologie politique, elle prospère et on en parlera. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons pensé à 5 parties. Donc nous allons parler pendant 1h15 et ensuite vous aurez la parole. Il y aura 5 parties qui dureront à peu près chacune un quart d'heure. La première partie, c'est en quoi le cahier noir change l'acception de la philosophie d'Heidegger, c'est-à-dire au fond, est-ce que l'œuvre est vue autrement compte tenu de l'existence des cahiers noirs, et je dirais quelle relecture de l'ensemble cela engage. Dans une deuxième partie, on s'interrogera sur le caractère crypté, comment une philosophie peut être cryptée, et ce qu'il y a de crypté dans l'œuvre d'Heidegger. Dans une troisième partie, on s'intéressera au caractère central de l'antisémitisme et de ses contextes, et donc comment l'antisémitisme fonctionne dans ces textes et ce que ça change. Et dans la quatrième partie, alors on posera le problème de cette question du messianisme. Est-ce qu'il y a messianisme? Et est-ce que cette théorie métapolitique, au fond, est acceptable? Et dans un cinquième temps,
on viendra sur cette réception des cahiers noirs et les suites, c'est-à-dire la manière dont, comme le dit Rastier dans son livre, des idéologues d'extrême droite, d'extrême gauche, mais aussi islamistes, se saisissent des concepts heideggeriens, sans toujours avoir conscience que c'est des concepts heideggeriens, pour pratiquer l'antisémitisme, pour faire vivre l'antisémitisme. Alors sur la première question, c'est-à-dire sur le statut des cahiers noirs, est-ce que les cahiers noirs peuvent changer à Sein und Zeit? Je donne la parole à Gaëtan Peigny. Merci, on me demande beaucoup de choses à la fois. Est-ce que les cahiers noirs donc changent la réception de Heidegger? D'abord, je ne pense pas qu'elle change le fait que nous sachions ou pas si Heidegger était national-socialiste, parce que nous avons déjà un ensemble de documents riches, que ce soit dans les œuvres complètes ou dans les écrits politiques. Mais par contre, effectivement, il y a la manière dont Heidegger théorise son rapport à ce qu'il appelle la publicité, donc à l'opinion publique, la manière dont il théorise sa pensée, la manière dont il se relie lui-même et dont il explicite certains de ses thèmes ou radicalise certains de ses thèmes à quelque chose de nouveau. Par exemple, pour ce qui me concerne, pour ce que j'ai travaillé, vous avez des affirmations très claires, par contre, pour une fois, où Heidegger explique que, ma foi, l'essentiel de la réception de Sein und Zeit est un échec, et un échec pratiquement voulu, parce qu'il n'a pas pu alors s'exprimer comme il aurait dû ou pu, et que donc toutes les lectures anthropologisantes, existentialistes ou chrétiennes de Sein und Zeit sont fausses. C'est pas tout à fait la première fois qu'il le dit, mais c'est dit avec avec la violence et avec une grande clarté pour le coup. Donc il le dit, donc Être et temps, un essai vraiment imparfait d'arriver dans la temporalité du Dasein pour poser à nouveau la question de l'être depuis Parménide. Donc on a en apparence, en tout cas dans un premier temps, un rejet d'être et temps. Et un être et temps qui, dit-il, ne lui a pas encore donné un assez grand ennemi, car la question de l'ennemi est d'importance. Donc on a une relecture de concepts qu'on connaît, comme le caractère à chaque fois mien, la Gemeinigkeit, ou la question de la solitude du Dasein, dont il dit que, bien ma foi, il ne s'agissait pas d'insister de manière existentialiste sur le sujet, mais de rejeter au contraire les interprétations du Dasein comme un sujet. Donc voilà, il y a pratiquement Heidegger. Ce qui est intéressant, pour mon avis, dans les cahiers noirs, c'est qu'il y a Heidegger qui prend position avec force contre sa propre réception. On va arrêter là. Il me semble qu'on peut répondre d'une manière un petit peu comme ça, intuitive. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de Heidegger, parce que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à le lire, mais quand même, je suis aussi un peu passée par là. Ce qui me semble important, ce qu'on pourrait répondre, je m'appuie sur la lecture que propose François Rastier, c'est que forcément ça... d'ailleurs, le titre du livre de François Rastier est assez éclairant. Il dit ce que révèlent les cahiers noirs. Donc ce mot n'est pas choisi par hasard. Ça change au sens où ça donne un éclairage, si vous voulez. Et l'éclairage que cela donne n'est peut-être pas uniquement lié au contenu explicitement antisémite des cahiers ou de certains passages des cahiers, mais à ce que François Rastier montre très bien, qui est que, à partir d'une hypothèse qui se révèle, me semble-t-il, assez solide dans sa lecture, qui est qu'il y a une cohérence d'ensemble dans le corpus heideggerien. Il n'y a pas d'un côté être et temps et le reste, disons ce qui appartient à la philosophie académique, et de l'autre ces trucs-là, ces cahiers, ces sortes de copeaux, de brouillons ou de restes. Pour François Rastier, je pense que, moi je suis assez convaincue par votre lecture, ce qu'il nous propose, c'est l'idée qu'il y a une cohérence profonde dans l'œuvre, et que par conséquent, alors non seulement une cohérence profonde dans le propos, si vous voulez, dans les thèmes, mais également elle est articulée dans ce que propose aussi Rastier, et en l'appuyant évidemment sur des lettres, sur des textes, elle est articulée à un projet très explicite aussi de Heidegger quant à la manière de publier les œuvres. C'est-à-dire qu'il y a un calendrier effectivement lié au messianisme de publication des cahiers. Par conséquent, il serait étrange de considérer que les cahiers sont accessoires. Donc nécessairement, à partir du moment où ils sont donnés à lire,
ils ouvrent une sorte de porte ou de chemin d'entrée qui était évidemment présent bien dans le corpus heideggerien, mais qui était scellé, si vous voulez. Donc ça décèle quelque chose, au double sens de déceler, on trouve, mais de enlever un sceau, si vous voulez. Donc il me semble qu'en cela, oui, ça renouvelle, on pourrait dire, la lecture de Heidegger, mais sans apporter quelque chose de totalement neuf, simplement en faisant apparaître un enjeu d'une certaine manière, alors on y viendra tout à l'heure, en effet crypté, ou dont il y a des indices que les cahiers noirs permettent de lire. Autrement dit, c'est un outil de lecture de Heidegger. C'est comme ça que je pourrais répondre pour l'instant, provisoirement, à cette question, sachant encore que je ne suis pas une spécialiste non plus de Heidegger, mais bon, j'ai quand même un peu lu ça, et en plus, je suis très sensible, mais on y viendra beaucoup plus tard, et je m'arrêterai là sur ce point, à la, comment dire, pas tant à la réception, d'ailleurs, de Heidegger aujourd'hui, qu'aux effets de cette pensée. Je trouve que c'est très éclairant aussi la proposition de lecture que nous fait François Rastier pour comprendre quelque chose de ce qui nous arrive aujourd'hui dans des temps de post-vérité et dans certaines figures de l'antisémitisme, au-delà même, si vous voulez, du fait que quelqu'un soit juif ou non juif. Par exemple, on le voit bien dans certains slogans des Gilets jaunes, Macron est traité de putain juif, il y a un antisémitisme lié, indépendamment du fait qu'il soit juif ou non. Et d'ailleurs, de la même manière, il y a quelque chose de profondément homophobe aussi dans les injures envers dans les slogans haineux actuellement envers Macron, mais d'autres, la banque, les Rothschild, ce que vous voulez. Il y a une sorte de mixte d'antisémitisme et d'homophobie qui sont quand même assez liés, en fait, et qui sont bien sûr liés à quelque chose d'anti-moderne qui est très profondément à l'œuvre dans le Heidegger que tout le monde connaît. Alain David. Je suis assez d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, bien que, j'annonce la couleur tout de suite, globalement, je vais représenter ici, si je peux dire, non pas l'avocat du diable, parce que je n'ai pas l'intention de me faire l'avocat de Heidegger, mais disons l'opposition de Sa Majesté, en essayant de rester à un registre audible, et en tout cas pour vous tous, pour nous tous, si possible instructif. Alors, ceci étant, pour revenir à la question plus précise, je suis d'accord sur l'idée que, sur le fond, les cahiers noirs ne changent pas grand-chose dans la réception, non pas dans la réception, mais dans l'œuvre elle-même, parce que on savait depuis très très longtemps que Heidegger avait donné des gages, et plus que des gages, au nazisme. L'élément nouveau, c'est effectivement l'antisémitisme. Moi, j'avais été au séminaire de Lévinas depuis très longtemps, et donc par là même j'étais imprégné d'une certaine culture heideggerienne. Et j'ai régulièrement entendu l'argument non, Heidegger ne peut pas avoir été raciste ou antisémite parce qu'il était opposé à tout biologisme, et par là même c'était une contradiction dans les termes. Alors l'élément nouveau du coup des cahiers noirs, c'est les phrases, un certain nombre de phrases antisémites. Alors bon, on peut discuter sur le nombre de phrases antisémites. Je me risque à dire ici, je sais que ça sera peut-être pas très bien reçu par un certain nombre d'entre vous, que si je prends les 3 volumes, je n'ai pas lu le 4e, mais les 3 volumes, 94, 95, 96, 97, si je prends de la Gesamtausgabe, si je prends ces 3 volumes, bien, ça fait les phrases à proprement parler antisémites, et je reviendrai sur la nature tout à l'heure, quand on parlera de l'antisémitisme, sur la nature de ces phrases, ça fait pas énorme, ça fait peut-être l'équivalent d'une page, ou sur, disons, quelques 1700 pages. Mais en soi, c'est suffisant. Je veux dire, l'argument du faible nombre de pages ne sauve pas Heidegger de ce qui pèse dorénavant sur lui. Et du coup, effectivement, la réception
la réception les lecteurs, parmi les lecteurs de Heidegger, s'en est trouvé quand même profondément transformé. Tout d'un coup, on doit prononcer un mot qu'on ne prononçait pas, qu'on essayait de ne pas prononcer auparavant, qui est le mot d'antisémitisme. Alors, que faire de cet antisémitisme? Eh bien, on va y revenir tout à l'heure. Quelle est la nature de cet antisémitisme? Que faire de cet antisémitisme? J'annonce tout de suite que j'ai probablement une thèse là-dessus qui n'est pas celle de mes amis de cette table, mais nous allons en discuter. Je réserve le suspense. Bonsoir, Astier. Oui, alors, il faut voir la publication des Cahiers noirs dans le programme général de publication, qui s'étend depuis 1976. Et donc, ils doivent représenter les 10 derniers volumes de l'œuvre complète. Et ça, c'est encore dénié, puisque dans l'édition de la traduction de Fédier, il dit son souhait de les voir publiés après que fut achevée l'édition intégrale de ses œuvres signifie qu'il a voulu laisser au lecteur, soucieux de comprendre sa pensée, un moyen d'en appréhender le travail au plus près de son élaboration. Donc ça serait une sorte de making-of et non pas le couronnement de son œuvre et qui, de toute façon, en éclaire rétrospectivement le déroulement. Et il faut aussi se poser la question de la datation, puisque à partir de l'an 2000, il publie des textes explicitement nazis comme l'hommage à Schlagetter, puisqu'il a tout programmé avant sa mort, comme le discours du rectorat, dont Fédier disait qu'il n'appartenait pas à l'œuvre, et là, il se trouve intégré, etc., etc. Et il y a donc une légende qui est apparue immédiatement à propos des Cahiers noirs. On a dit que c'est des notes privées, ce que dit Jean-Luc Nancy, par exemple. Bon, sauf qu'elles étaient prévues pour la publication. Et ou bien elles sont donc hors de l'œuvre, ou bien elles ont été découvertes en 2013. Mais non, elles n'ont pas été découvertes en 2013. Leur existence a été révélée en 2013 par les éditeurs et les ayants droit. Alors, leur nouveauté ne réside pas dans leur traduction, puisque Fédier continue à traduire National Socialismus par socialisme national, comme il le fait depuis 1994. Alors, le socialisme national, ça fait penser à Léon Blum ou à Guy Mollet, plutôt qu'à Alfred Rosenberg ou à Adolf Hitler. Mais ce qui est nouveau, c'est que apparemment, les Cahiers noirs sont publiés, sans caviardage, alors que avant, des phrases comme il faut se demander pourquoi la prédestination de la juiverie mondiale à la criminalité planétaire, phrase qui a été enlevée d'un tome paru en 1998, mais qui a été écrite en 1938, au moment du pogrom connu sous le nom de Nuit de cristal. Le fait que ce genre de phrase ait été ôté, que l'accès des archives soit interdite aux chercheurs, disons, indépendants, fait que le doute demeure sur ce qui a été publié jusqu'à présent, puisque, par exemple, l'abréviation NZ, pour national-socialisme, avait été traduite par sciences de la nature. Vous voyez ? Bon, donc, le scandale philologique que constitue cette édition globale n'a fait que s'épaissir sans qu'on ait le moyen d'aller plus loin, puisque on a mis en ligne en 2005 une pétition demandant l'accès aux archives,
Et je ne vois aucun professeur de philosophie en exercice qui l'ait signé depuis cette date. Le dernier a été le regretté Jean Bollack, mais il n'était plus en exercice à ce moment-là. Alors, la nouveauté des cahiers noirs, c'est quand même que des thèmes dispersés est toujours présent, comme la critique de la technique, la critique de la science, la critique de la modernité et même la question de l'extermination sont reliés entre eux alors qu'ils étaient épars. Vous voyez, dans le petit livre que Luc Ferry vient de publier, où il est dit de toute façon Heidegger est absolument indispensable pour comprendre la modernité, la critique de la modernité, la critique de la technique, ça revient toujours. Et chez d'autres auteurs, comme Donatella Di Cesare, c'est pour comprendre l'extermination. On voit ça aussi chez Nancy, etc. Donc tout ce que Heidegger était le seul à pouvoir nous permettre de comprendre, tout cela se retrouve connecté à la question de l'antisémitisme. Non pas un antisémitisme lié simplement aux Juifs, mais il y a les éléments épars se trouvent réunis dans une sorte d'ensemble. Pourquoi ? Parce que alors ces éléments épars, ils ont le statut de ce qu'on appelait, ce que Müller-van den Broek appelait les light builders, c'est-à-dire des images directrices. On ne sait pas très bien si c'est des concepts, ce sont des images qui sont récurrentes dans une forme de composition très particulière. Et la technique est liée à la Marrenschaft. La Marrenschaft, c'est la grande machination. Et derrière cette machination, cet affairement qui est déjà dans Sein und Zeit, il y a bien entendu les Juifs. La science, la critique de la science, puisque la science ne pense pas, dit Heidegger, est liée à la computation, à la cybernétique, mais la computation est liée au calcul, le calcul à la numération, et il est question des Juifs et de leur tenace habileté à compter. Donc la science elle-même est enjuvée. Et pour l'extermination, on ne savait pas si ça avait... la Vernichtung, parce que c'est ambigu, hein, on dit c'est de l'ontologie. Bon, sauf que Selbstvernichtung, l'idée d'une auto-extermination des Juifs, dont c'est un thème qui apparaît après 1945, ça c'est nouveau. C'est-à-dire que les Allemands sont victimes. Il dit l'Allemagne est maintenant un vaste camp de concentration, KZ. Et les Juifs, on est victime en même temps de la machination étrangère, mais les Juifs dont vous parlez se sont exterminés d'eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que l'extermination a été un processus technique. Et la technique est liée aux Juifs. Vous voyez ? Donc il y a une sorte de circularité, de causalité qui est caractéristique des textes mythiques, hein, et qui fait que l'ensemble de la rédaction, et d'ailleurs l'ensemble de l'œuvre, obéit à une technique d'immersion. Vous voyez ? Quand on vous dit il faut penser contre Heidegger, avec Heidegger, avec lui et contre lui, c'est-à-dire on ne peut pas en sortir. Hein. Pourquoi 102 volumes ? Précisément parce que cette quantité fait partie de l'immersion. Ce n'est pas simplement la grandiloquence de l'art nazi, c'est en même temps l'idée qu'on a l'air de faire le plein et en fait on fait le vide. Hein. Et dans ce vide, le lecteur se trouve englobé. Alors, ces thèmes qui s'y sont rassemblés, ils sont rassemblés autour de l'absence de sol, la Bodenlosigkeit, l'absence de l'être, puisque le mot être, sein, est un mot de couverture pour la patrie, dit-il dans une lettre, et l'usage des mots de couverture, on y reviendra, est particulièrement problématique. Donc l'histoire de l'être, c'est l'histoire de la patrie, et ceux qui n'ont pas de patrie n'ont pas d'être. Donc les Juifs n'existent pas. D'où la question
Meurent-ils? Ben non, ils ne meurent pas. Ils n'ont jamais existé, tout simplement. Donc l'extermination n'a jamais eu lieu, puisque ontologiquement, ce sont de pures apparences. Et cette action néfaste de l'attaque des racines, par exemple, quand il est question de l'extermination complète de l'ennemi greffé sur la racine la plus intérieure du peuple, là il ne s'agit plus d'ontologie, l'ennemi greffé sur la racine la plus intérieure, c'est précisément donc les deux thèmes les plus banals et les plus classiques de l'antisémitisme vulgaire, à savoir le juif errant et la rapacité de ce colporteur universel, se trouvent rejoints comme ça. Alors peut-être, Gaëtan Peigny, vous pourriez ajouter quelque chose sur cette question de la manière dont on lit Être et temps après les Cahiers noirs, parce que je crois que la critique de la technique, la critique de la science, la critique de la modernité se lisent sous un nouveau jour avec les Cahiers noirs. Évidemment, la thématique est déjà là, mais en même temps, il y a quelque chose qui relie cette thématique avec, au fond, la question de l'antisémitisme. Et ce qui n'était pas aussi explicite dans Être et temps, non? Ça, c'est une question. Est-ce que c'était pas explicite dans Être et temps? C'était certainement pas explicite dans Être et temps. Mais il y a des effets retour parce qu'il y a des passages qui n'ont été pas lus ou qui ont été lus sans être perçus dans toute leur portée, qui, dans le choc de l'après-coup, se trouvent redécouverts. Je reviens sur ce que vient de dire Alain David, que finalement, il y a très peu de passages directement sur les Juifs dans les Cahiers noirs, et que ça représente somme toute arithmétiquement qu'une faible part de l'œuvre. J'irais même plus loin que lui. Je dirais que, par exemple, il n'y a qu'un seul Juif cité directement dans Être et temps. Il s'agit d'un petit philosophe médiéval qui s'appelle Isaac Israéli, qui est cité en plein milieu d'Être et temps. C'est le seul. Et il est cité très brièvement dans une note en bas de page. Simplement, qu'est-ce qu'on dit de ce philosophe-là? C'est qu'il est à l'origine de la théorie de la vérité que Heidegger doit combattre. Il est explicitement question de Kampf dans Être et temps, mais comme c'est un livre philosophique, on ne prend pas la notion de combat dans toute la dureté qu'elle peut avoir quand on la prend dans un ouvrage comme Mein Kampf, par exemple, d'Adolf Hitler. Mais déjà dans Être et temps, il est question d'un combat pour une certaine conception de la vérité qui n'est pas la vérité exactitude, et la vérité exactitude, elle est renvoyée à un petit philosophe juif qui n'en peut même et qui est à l'origine du mal. Voilà. Donc on ne dit pas forcément la même chose en 1927, en 1960 et en 1938, mais à chaque fois elles sont dites, elles sont présentées, et c'est en rapprochant parfois des passages très éloignés, mais qui disent la même chose, mais qui ne disent pas de la même façon et pas avec la même intensité, qu'on va pouvoir rapprocher des passages qui étaient, et vous redécouvrir des passages qui étaient restés inaperçus. Voilà. Moi, ce que j'ai travaillé dans Être et temps, c'est pas forcément directement la question dans les Cahiers noirs, c'est pas forcément la question de la critique de la modernité, c'est la critique de la réception de Être et temps. Il dit: je ne me suis pas fait de grands ennemis. Et il dit, je l'ai déjà un petit peu fait allusion, que finalement, personne n'a compris correctement Être et temps, et je l'ai un peu fait exprès, parce qu'à l'époque, j'étais obligé d'écrire comme ça. Voilà, c'est peu ou prou ce qui est dit. Donc, il y a la mission, sinon, d'un double discours, du moins d'une modalisation du discours, ça qui est très, très clair dans Être et temps. Et comme je le disais bien, je rejoins tout à fait ce que dit François Rastier. Alors effectivement, la critique de la modernité, etc., c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est la première fois que des thèmes qui étaient soutenus de manière apparemment autonome se voient nouer ensemble de manière radicale autour de la figure du juif. Ça, c'est la nouveauté des Cahiers noirs. Mais je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Alors sur la question du double discours que vous venez d'aborder, ça nous permet de passer à la question du texte crypté. Rastier, oui, tu veux rajouter quelque chose? Vas-y. Alors Alain David. Pardon, j'aimerais dire des choses parce que là, franchement, je suis cette fois-ci vraiment en désaccord avec l'ensemble de ce qui a été dit. Bon, je ne vais pas questionner Gaëtan Peigny sur le passage où Heidegger dirait j'ai été obligé, j'ai fait exprès, j'ai été obligé, mais vous me le montrerez probablement que j'ai passé. Mais bon,
Non, ce que je vais dire plutôt, c'est que si on s'accordait là-dessus, je veux dire, moi, ce qui m'a séduit, relativement séduit, mais séduit, dans l'entreprise de François Rastier, c'est qu'il livre la figure de Heidegger à un public qui n'est pas forcément spécialiste. Et vous montrez dans Heidegger une figure qui, en soi, est importante pour la compréhension de ce que nous sommes. Mais du coup, si on en fait cet antisémite obsessionnel, si on en fait, je disais tout à l'heure, une chemise brune de plus, qu'est-ce qui reste? On n'a plus rien entre les mains. Et je voudrais quand même lire, pour essayer de conforter le témoignage de quelqu'un qui compte quand même, que je crois que vous ne citez pas, François Rastier, dans votre livre, qui est Lévinas. Vous ne le mentionnez pas, mais écoutez, quelques lignes de Lévinas seulement là-dessus. J'ai découvert, en effet, Sein und Zeit, qu'on lisait autour de moi. J'ai eu très tôt pour ce livre une grande admiration. C'est un des plus beaux livres de l'histoire de la philosophie. Je le dis après plusieurs années de réflexion. Un des plus beaux livres parmi 4 ou 5 autres. Et Philippe Nemo, avec qui Lévinas dialogue, lesquels Lévinas, par exemple, le Phèdre de Platon, la critique de la raison pure de Kant, la phénoménologie de l'esprit de Hegel, et aussi l'essai sur les données immédiates de la conscience de Bergson. Et un peu plus loin, encore ceci, j'abrège la lecture pour ne pas être trop long, encore ceci, je pense, malgré des réserves, qu'un homme qui, au XXe siècle, entreprend de philosopher ne peut pas ne pas avoir traversé la philosophie de Heidegger, même pour en sortir. Cette pensée est un grand événement de notre siècle. Philosopher sans avoir connu Heidegger comporterait une part de naïveté au sens husserlien du terme. Il y a pour Husserl des savoirs très respectables et certains, les savoirs scientifiques, vous diriez Gaëtan des savoirs exacts, les savoirs scientifiques, mais qui sont naïfs dans la mesure où, absorbés par l'objet, ils ignorent le problème du statut, de son objectivité. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un obscur auteur juif. Là, il y a un autre auteur juif qui est Husserl qui le dit. Alors, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est répondre à tout ce qui s'est dit. On peut essayer de faire de Heidegger, par des arguments qui me paraissent un peu acrobatiques, une espèce d'antisémite viscéral et obsessionnel et malade, mais alors pourquoi prendre tant de temps, passer tant de temps, déployer tant d'énergie à démolir quelqu'un qui au fond n'a aucune importance? Je crois qu'au contraire, on s'attaquera au problème que vous cherchez très justement à aborder, François Rastier. On s'attaquera véritablement à ce problème si on donne à Heidegger la stature de grand penseur qui est la sienne, parce que là, à hauteur de cette grande pensée, il y a quelque chose d'éminemment dangereux qu'il faut arriver à désigner. Mais pas comme ça. François Rastier. Dans Sein und Zeit, il est question, il y a tout un chapitre, et même plusieurs, à propos du on. Il y a le Dasein est entouré des menées sournoises du on. Alors on se dit c'est l'impersonnalité, enfin ça a été interprété comme ça, c'est l'impersonnalité de la vie moderne, etc. Bon. Et si on regarde les contextes de on s'aperçoit par exemple qu'il y a le mot commercium. C'est le seul mot latin qui soit là. Et les mots latins pour Heidegger, et les mots d'origine latine font partie de l'ennemi, puisqu'il était partisan de la Sprechreinigung. Il n'y a pas de mots d'origine latine, il y en a le moins possible. Et il se plaint d'ailleurs que les mots race et propaganda aient une origine impure, si on peut dire, en tout cas qu'ils ne soient pas enracinés dans le sol national. Et donc il y a des indices quand même, par exemple... Georges Arthur Goldschmidt a fait la même analyse sur le on en partant d'autre chose, en partant du système des pronoms. Ça pose le problème du cryptage.
Alors, c'est un problème majeur. Voilà ce qu'écrit Heidegger lui-même, et ce passage est cité par Cassirer d'une façon très intéressante. Voilà ce qu'il dit. L'essentiel de toute connaissance philosophique ne repose pas en premier lieu sur les propositions explicites dont elle est faite, mais sur ce qui reste encore inexprimé, bien que rendu présent par les thèses explicites. Et cette phrase de Heidegger est peut-être la plus explicite qu'il ait jamais écrite, à mon avis. Mais c'est-à-dire qu'elle récuse comme superficielle toute lecture non cryptique de la philosophie. Au premier chef, la sienne. Et Heidegger continue ainsi en disant « Il est vrai que pour saisir, au-delà des mots, ce que ces mots veulent dire, une interprétation doit fatalement user de violence. C'est une prescription, c'est-à-dire que la bonne interprétation fait violence au texte. C'est la thèse que l'on trouve chez Paul de Man, chez Derrida, etc. Et cette violence est lustrale. Hein, c'est pas une mauvaise violence, c'est la bonne violence. Et il y a là donc une clé de l'herméneutique des constructionnistes qui est purement antinomiste, hein, à savoir ce que disait Paul de Man, c'est-à-dire qu'un texte signifie toujours le contraire de ce qu'il semble vouloir dire. Alors, par bonheur, à l'égard même des cahiers noirs, leur violence nous dispense d'avoir à user de violence à leur égard. Leur proposition explicite décèle l'implicite des œuvres antérieurement publiées. Mais ils restent cryptés, c'est-à-dire à plusieurs niveaux. Et il faut voir, par exemple, quels sont les contextes du mot deknam dans les cahiers noirs. Il est fréquemment utilisé, alors que jusqu'alors il n'était que dans certaines correspondances. Et ce sont des mots de couverture. Par exemple, j'ai donné cet exemple tout à l'heure, Sein est un deknam pour Vaterland. Mais la question va se poser, comment interpréter un texte qui est crypté, parce que le cryptage n'est pas donné. Alors, ça renvoie aussi le corpus heideggerien au corpus de l'Allemagne secrète, où le cryptage était la chose la plus banale qui soit. Hein. C'était des gens qui vous disaient les secrets de la germanité sont scellés dans la Kabbale, etc. Enfin, il y avait toutes sortes d'élucubrations ésotériques autour de cela. Sauf qu'il y a une couche publique, et ça, c'est un trait de génie. Céline Procoris. Je voudrais dire juste un petit mot sur cette question de l'antisémitisme structurel, montrez-vous dans l'œuvre de Heidegger. Je pense qu'on peut le prendre par un autre biais peut-être, c'est-à-dire que ce que, me semble-t-il, vous montrez, d'ailleurs, tout à l'heure, le petit exemple de Fédier qui ne dit pas national-socialisme, mais socialisme national, c'est très intéressant, parce que c'est exactement le procédé d'inversion caractéristique disons, de la mouvance déconstructionniste que j'ai pu voir à l'œuvre de façon très précise chez Judith Butler, par exemple, qui, justement, vous parliez de Lévinas, fait dire à Lévinas exactement le contraire de ce qu'il dit. Je suis d'accord voilà. sur Judith Butler, oui, mais qui est une malhonnêteté fondamentale. Mais oui, mais justement, c'est pas seulement une malhonnêteté, bien sûr que c'est une malhonnêteté. C'est une... le Palestinien n'a pas de visage. Non, mais la question, c'est... Je sais très bien, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle s'y prend. Oui, mais c'est de voir comment elle s'y prend pour affirmer cela et pour dire que ce qu'elle dit, c'est vrai. Donc, je ne vais pas faire ce détour-là, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que ce procédé d'inversion est absolument lié au mouvement de déni, c'est-à-dire c'est par l'inversion qu'on peut dénier, d'ailleurs on le voit, le socialisme national, ça fait Blum, c'est un peu gênant quand même, c'est un peu bizarre, et donc c'est le meilleur moyen d'opérer un déni, évidemment, de la réalité factuelle, historique du national-socialisme. Alors, donc ce qui me semble intéressant pour revenir à la question, enfin important et vraiment très inquiétant, pour revenir à la question de l'antisémitisme heideggerien, c'est que intellectuellement,
Il me semble que, si j'ai bien compris, enfin aussi bien mes lectures de Heidegger qui sont partielles, mais ce que vous nous, enfin, en me guidant sur votre méthode de lecture, j'ai trouvé que ce qui était intéressant, c'est que moi, ce qui a été très éclairant pour moi, c'est qu'il me semble que ce qui est produit par le discours, je préfère dire le discours d'ailleurs, heideggerien, parce que penser, c'est un mot qui me gêne un peu. En tout cas, c'est pas une pensée au sens de la pensée réflexive et critique, et de la construction d'un espace dialogique et critique. C'est une sorte d'incantation plutôt. Hein. Il me semble que ce que ça produit, ce discours, ce sont les conditions intellectuelles du négationnisme. C'est-à-dire la possibilité de dire, ben non, les Juifs n'ont jamais été exterminés, ou à Auschwitz on a gazé que des poux, etc., etc. C'est-à-dire, effectivement, Carlo Ginzburg a très bien montré que quelqu'un comme Hayden White, par exemple, qui est dans ce registre d'amalgame, tout est discours finalement, donc c'est celui qui est le plus prophète en gros, qui a raison en réalité. Donc c'est celui qui prononce le discours le plus séduisant, le plus séduisant comme le joueur de flûte du Hamelin. Et donc à partir du moment où sont produites les conditions intellectuelles du négationnisme, c'est-à-dire le fait, ce que montre Ginzburg, c'est que même si moralement Hayden White condamne bien évidemment Faurisson, il n'est pas en mesure, sauf à ruiner ses propres présupposés théoriques, de le réfuter. Parce que ce sont des présupposés théoriques qui proviennent au fond de la mouvance heideggero-déconstructionnisme. Donc à partir du moment où les conditions intellectuelles du négationnisme sont produites, c'est un antisémitisme totalement accompli, puisqu'on peut nier l'anéantissement. Donc c'est bien plus grave en fait que d'être antisémite même avant les années 30. Gaëtan Pigny. Oui, excusez-moi. Je voulais peut-être répondre à Monsieur David à la fois sur la question de la référence à Étretant et sur Lévinas aussi, j'aimerais bien, si c'est possible. Oui. Alors, pour la référence, c'est déjà en page 10 des Überlegungen, c'est dans l'octobre 31. On lit que ce fut une idée folle d'Étretant que de penser pouvoir surmonter directement dans l'ontologie. Et Heidegger ajoute que l'horrible succès tient seulement en ceci que l'on bavarde encore plus et d'une manière encore plus dénuée de sol. Voilà, c'est l'expression dénuée de sol sur l'être. Parce qu'il y a une ambivalence dans être étant qui a fait qu'elle a été reçue par les déracinés sans sol et les herméneutes libéraux, et il n'a pas subi ce qui lui manque, c'est-à-dire l'attaque d'un grand ennemi contre lequel il est en fait orienté. Et ce pourquoi, je cite, parce que la question unique et originaire mise à part, le point de départ et le chemin dont être étant restent sinon nécessairement conditionnés par l'époque. Et Zeitbedingt, c'est entre guillemets. Conditionné par l'époque, c'est dans Gesamtausgabe 97, page 176. Est-ce que ça veut dire qu'il crypte là-dessus Non. Que volontairement, il a crypté pour dissimuler quelque chose de pas dissible à ce moment-là. C'est pas ce que vous me dites, en tout cas. C'est pas le sens de la citation que vous venez de faire. Non, ce que la citation qu'il dit, c'est qu'il écrit en fonction de l'époque. Ça, il le redit aussi en 1960 dans l'introduction de l'origine de l'œuvre d'art. Pardon, j'ai écouté la phrase que vous avez donnée. Il ne dit pas qu'il écrit en fonction de l'époque, il écrit que l'époque, malheureusement, est telle qu'on ne l'a pas compris et qu'on ne pouvait pas le comprendre tel qu'il a dit les choses. Oui, mais il y en a beaucoup d'autres qui disent ça. Il parle de 27, l'époque où on ne l'a pas comprise et où l'époque où il ne peut pas s'exprimer comme il peut, c'est 27 et 1960. Il ne dit pas ça en 38. Mais alors, pardon d'insister juste sur un point, mais juste un tout petit point. Dans les cahiers noirs, qui en plus de ça ne sont pas destinés à la publication, qui sont écrits après 1933. Alors là, en fonction de l'époque, s'il avait voulu se lâcher, il avait toute l'attitude pour se lâcher et écrire autant de propos détestablement antisémites et explicitement antisémites qu'il aurait voulu. Mais c'est ce il ne l'a pas fait. Il l'a fait. Alain David, là, il y a une erreur, parce que les cahiers noirs étaient destinés à la publication. Là, que c'est clair, puisque la publication est prévue, y compris dans l'ordre. Non, mais pas la publication à ce moment-là. Et en tout cas, même si c'était destiné à la publication, a fortiori, entre 1933 et 1945, si on voulait être antisémite, c'était plutôt bien porté en Allemagne. Mais il a été. Je veux dire, mais si on voulait être explicite... Bon, pardon. Oui, d'accord. Excusez-moi, du coup, j'ai été interrompu. Oui, je vous lirai d'autres passages effectivement, qui ont été tenus de manière publique entre dès 32-33. Donc, les cahiers noirs, de fait, mettent fin à cet état de fait et le fait pour un public des élus, puisque c'est aussi destiné à un petit cercle. Donc, je vais lire un autre passage, peut-être,
et où il dit lui-même « On aurait à peine vu que l'insistance sur l'individu et l'unicité de l'existence n'est qu'une contre-offensive contre la mésinterprétation du Dasein comme conscience, sujet, âme ou vie. Que le problème n'est pas l'unicité de l'individu existant, mais que ce n'est qu'un passage contingent vers l'être seul du Dasein, où elle devient l'unité cosmique de l'être. » Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que des interprètes comme Lévinas, qui ont lu, comme Habermas l'a dit plus tard, Être étant avec les yeux de Kierkegaard, c'est-à-dire comme un penseur existentialiste, ce sont précisément ces lectures-là qui se trouvent désavoués. Ils se trouvent désavoués. Et moi, il y a un autre auteur de l'époque qui est politiquement, disons, qui n'est jamais tombé dans les travers de l'extrême gauche, qui s'appelle Gadamer. Il dit ça dans ses souvenirs. On aimait Heidegger parce que c'était un philosophe qui parlait de questions existentielles, qui nous paraissait existentielle, mais dans le langage de la science. Il cumule un langage scolastique et des interrogations existentielles. Voilà, c'est ça qui nous a séduits. Je pense que Lévinas a été séduit par ça aussi, par la possibilité d'exprimer des choses de l'existence humaine dans un langage de l'ontologie. Là, je ne le suis pas, mais et je pense surtout qu'il fait partie de ceux des auteurs qui ont été désavoués. Vous citez Lévinas, mais qu'on me donne un passage, une ligne de Heidegger, où il citerait un de ses élèves de manière positive. Quand est-ce que Heidegger dit quelque chose de Lévinas? Il le connaissait. Quand est-ce que Heidegger dira quelque chose de la production intellectuelle d'Arendt, qui était sa maîtresse? Il n'y a pas un mot sur ce qu'elle a écrit d'un point de vue intellectuel. Donc c'est ça aussi. Donc qu'on arrête de convoquer aussi les élèves de Heidegger en référence ultime en défense du maître, parce que le maître est impitoyable avec eux sur le plan intellectuel. Il ne les reconnaît pas. Et, voilà. Et ça, c'est un désaveu qui est clairement porté dans les cahiers noirs aussi. François Rassier. Je voudrais apporter un petit complément, ou enfin, disons, une petite consonance à propos de la question du négationnisme et de son rapport avec le cryptage d'un côté, c'est-à-dire un mot apparent se révèle vouloir dire autre chose et éventuellement son contraire. Et enfin, la question du messianisme lui-même, puisque ce qui est cité et apprécié par des auteurs comme Agamben à propos de sa bataille de Séville, dont Arendt dit aussi le plus grand bien, c'est que pour sa bataille de Séville, l'accomplissement de la loi est sa transgression. Parce qu'on est passé à une autre époque du stade de l'être. Donc, on est passé sous une autre loi, et ça va être la loi du Reich. C'est pas par hasard que Heidegger participe à la moins d'une semaine après sa démission du rectorat, il entre dans la commission. Il participe à la réunion de fondation de la Commission pour la philosophie du droit, qui est présidée par Hans Frank, qui sera le bourreau de Pologne, et il a comme voisin Alfred Rosenberg, Carl Schmitt, Julius Streicher, qui ne sont pas des nazis quelconques. Vous voyez, ce n'est pas une chemise-boune de plus, ce sont des cadres. Et cette commission a pour tâche de rédiger les lois de Nuremberg. Alors, certes, Hans Frank s'est plaint que Hitler avait un peu précipité les choses. Bon. Mais en fait, le texte publié a été rédigé par un des membres de cette commission. Et cette commission, ça a été découvert en 2017, apparemment a continué jusqu'en 1942, toujours sous la direction de Hans Frank, alors que Hans Frank a été responsable disons, il avait mis en route déjà 4 camps d'extermination dans l'hiver précédent. Alors, tout cela fait qu'on peut se demander pourquoi, dans Le Monde, il y a 1 mois et demi, on disait Heidegger s'enferme dans un silence bougon. Non, non, ce n'est pas un silence, il continue à enseigner. Bougon, non, il prend d'autres responsabilités. Alors, vraisemblablement, il peut y avoir des raisons aussi politiques dans cette évolution, puisque sa démission intervient, et c'est Alexander Neumann qui me l'a fait remarquer, une semaine après le grand discours où Röhm reconnaît sa défaite politique. Et dans les quelques critiques que Heidegger fait au régime, non pas au nazisme, mais au régime,
il y a le fait qu'il n'est pas assez révolutionnaire, ce qui est le thème des SA. Il est trop proche du grand capital, qui est enjuivé par définition, et il est trop bourgeois, écrit Heidegger à un de ses amis, qui est Kurt Bauer, qui est un historien de l'art également nazi. Donc tout cela est à relire. Et ces faits sont connus depuis 30 ans. Je m'étonne que les biographies, les historiens français ne tiennent pas compte de ça, même si la recherche est en train d'évoluer. Et donc la légende qui est celle qu'avait écrite Heidegger au moment de sa lustration par les autorités françaises, hein, à savoir, je me suis enfermé, je suis indécis du nazisme, j'ai été recteur pendant 10 mois, je suis indécis du nazisme, je suis un spécialiste de Hölderlin, je suis dans ma tour d'ivoire, sur mon Aventin, j'ai fait de la résistance intérieure, c'est des thèmes qu'on voit encore. Il n'y a pas de mise à jour en France, hein, alors que ce sont des faits documentés depuis longtemps. Alain Daly, oui. Oui, alors juste un petit point, deux choses. Un petit point pour répondre à Gaëtan Pény. Sur Lévinas, Heidegger, non, Lévinas n'est pas ce naïf, cet homme naïf qui n'aurait pas vu ou qui se serait trompé sur Heidegger. Il y a pas, Lévinas n'a jamais pensé, mais vraiment jamais pensé, croyez-moi, que Heidegger était un penseur existentialiste. Il ne s'est jamais trompé là-dessus. Hein. Que le fait que Heidegger ne l'ait pas cité, mais Heidegger ne citait personne de ses contemporains. Heidegger ne pensait que par rapport à lui-même. Bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais il n'y a pas là de quoi déchiffrer imaginer quelque chose. Lévinas avait pu dire à propos de Heidegger, parlant de Fink, lui au moins, pour faire l'éloge de Fink, lui au moins n'a pas écrit en grec des choses barbares. Donc Lévinas ne s'est pas trompé sur Heidegger, ne s'est jamais trompé sur Heidegger. Bon, maintenant, l'autre chose, et puis au fond je m'adresse, là c'est peut-être le propos que je veux tenir pour toute la soirée. Est-ce qu'on accepte de faire de Heidegger un penseur ? Et à ce moment-là, la discussion devient, à mon avis, intéressante parce qu'il faudra se demander comment un penseur a pu errer ou se tromper ou être fautif, être en faute de cette manière-là. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit sur nos propres fautes à nous ? Ou est-ce qu'on en fait effectivement cet obsessionnel du nazisme ? Et là, je ne vais pas essayer de rechercher point par point. On pourrait le faire, mais point par point, et montrer point par point comment toutes les interprétations ou les éléments que vous apportez peuvent être contestés, doivent être contextualisés, etc. Ça n'a pas grand intérêt. Si on en fait un nazi, ok, on en fait un... Enfin, si on en fait seulement un nazi, il a été nazi. Ouais, je ne conteste pas ça. Mais si on en fait simplement un nazi, point barre, et non un penseur, à ce moment-là, si on en fait, comment vous disiez, un discours plutôt, s'il tient des discours et non pas des pensées, à ce moment-là, je veux dire, notre soirée n'a plus grand intérêt. Oui, merci. Une petite nuance quand même, Heidegger cite Jünger quand même, et quelques autres grands gauchistes de l'époque, il y a quelques occurrences. J'ai pas dit que Lévinas était un naïf, je pense au contraire, moi ce qui m'intéresse aussi chez lui, c'est qu'il y a une partie de sa philosophie qui est une réponse éthique à la grande absence d'éthique. Oui, on en parlera pour le oui, messianisme. oui, pour la question oui, du non, mais je pense qu'on sera d'accord. Mon but n'était pas de faire passer Lévinas pour un imbécile, je pense qu'aussi c'est une des portes de sortie de Heidegger. Est-ce qu'il a vu assez loin ? Là, je serais moins convaincu que vous, mais mon but n'était pas d'abaisser Lévinas, c'était pas mon propos. Oui, alors prendre au sérieux Heidegger. Oui, moi je le prends tout à fait au sérieux. Je pense que c'est sans doute la plus grande synthèse que l'on ait de la culture d'extrême droite de l'époque. Mais bon sang, mais en faire un simple nazi, mais qu'est-ce que c'est qu'un simple nazi ? C'est quand même, on parle d'une idéologie qui a fait bouger des montagnes, qui a servi des peuples entiers. Donc ce sont des gens très intelligents.
Faux, donc je pense que c'est faux, comme je pense que Heidegger est faux du début jusqu'à la fin, mais extraordinairement intelligent. Donc moi je le prends extrêmement au sérieux, et c'est pas l'homme Heidegger ou la vie de Heidegger ou les enfants de Heidegger, ça m'intéresse pas. Mais de fait, on a une époque à comprendre. Pourquoi sans vouloir être pessimiste, on est quand même une époque où la pensée d'extrême droite est quelque chose de très vivant, où Heidegger est reçu par des gens très actifs. Donc on a intérêt à prendre ces gens au sérieux. Et quand je dis Heidegger est un nazi, je dis tout sauf Heidegger est un imbécile. C'est absolument pas mon propos. Donc oui, c'est un très grand penseur de l'extrême droite. Et je pense effectivement qu'il est faux et engendre du faux. Ça, c'est une autre question. Mais il est assurément intelligent. Sabine Procoris. Juste un petit mot, enfin quand je dis discours, quand je dis pas pense, que c'est pas une pensée, mais je dis pas une pensée au sens de la pensée critique et réflexive, au sens de cet espace dialogique, d'ailleurs vous l'avez bien dit, il ne cite personne, c'est pas dialogique du tout, c'est monologique, c'est-à-dire c'est une incantation. Donc et d'ailleurs c'est assez frappant. Il y a un des apologistes, un des grands fans, on va dire, d'un gourou, parce qu'il a un fonctionnement de gourou quand même, dit bien que la pensée de Heidegger ne sont pas les textes de Heidegger, ce qui est quand même une phrase absolument extraordinaire que vous citez, François Rastier, parce que si la pensée, ce n'est pas les textes, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui imprègne, enfin ça fait vraiment le baiser du vampire, quoi. C'est-à-dire d'ailleurs, mais vraiment, parce qu'on le voit bien avec Butler, c'est la même chose, d'une certaine manière, en moins brillant, si vous voulez, mais la question très énigmatique qui reste, c'est comment une pensée, qui est une imposture du point de vue du rapport, au fond, à la vérité, tout simplement, et à la dimension dialogique qui, pour moi, est fondatrice de toute activité de pensée dans le champ philosophique. Comment c'est quelque chose qui, de ce point de vue, est inconsistant. Si on creuse un peu, on voit bien que ça ne tient pas. D'ailleurs, c'est normal, dans ce cas, de dire que la pensée, ce n'est pas les textes, parce que si on prend les textes, c'est un peu compliqué, puisqu'il y a beaucoup de phraséologie quand même, beaucoup de choses qui sont assez creuses et qui sont une sorte de boursouflure, comme ça, d'enflure. Comment ça se fait que des choses aussi, des baudruches, en réalité, du point de vue de l'exigence dialogique, tout simplement, de la pensée philosophique, du discours philosophique, comment ça se fait que ça ait autant d'emprise ? Et pour moi, la question, elle reste vraiment là, c'est-à-dire l'emprise de discours qui sont complètement fake, si vous voulez. Et on est en plein là-dedans avec la post-vérité. Je vous dis, Butler, c'est un exemple très intéressant parce que c'est une vache sacrée, c'est un gourou, mais quand vous regardez comment fonctionne la pensée, si vous voulez, ou moi je préfère dire le discours, vous voyez que si vous regardez comment ça marche sur le plan, justement, ça marche de façon purement tautologique, donc ça ne produit rien, totalement circulaire. Alors évidemment, on peut dire la Bible est vraie parce que c'est Dieu qui l'a écrite, et donc ça prouve que Dieu existe, puisque la Bible est vraie. Donc vous voyez bien, il y a une sorte de circularité du discours qui effectivement en jette, produit de la croyance ou de la conviction ou de l'adhésion, surtout si c'est avec beaucoup de termes un peu ronflants ou poético quelque chose. Et à ce moment-là, effectivement, ça marche. Mais si on se décale un tout petit peu de l'effet d'emprise, on s'aperçoit qu'il ne reste plus grand-chose en vérité. Sauf la réception. Alors la réception fascinée, ça c'est une vraie question philosophique, je trouve. Et je n'ai pas de réponse, moi, pour l'instant. Peut-être ce qu'on est en train d'interroger, c'est la question de la rationalité du discours heideggerien. Bien sûr. Moi, je me pose la question, si vous voulez, de savoir si au fond, Rastier ne révèle pas, lui, quelque chose qui est l'absence de rationalité et la critique de la rationalité chez Heidegger. Ça, je crois que c'est très intéressant. On est dans un domaine... tout à l'heure, il a cité ce rapport entre Sein et Vaterland. Du seul point de vue de la rationalité, comment est-ce que Vaterland, la patrie, peut être derrière l'être ? Dans quel domaine est-on ? Dans quel type de pensée est-on ? Je ne pense pas qu'on est dans le type de pensée rationnelle. Et c'est là que je voudrais essayer de vous demander, Rastier, d'essayer d'approfondir cette question. Est-ce qu'on n'est pas vers quelque chose ? Ça n'enlève rien au fait que c'est une pensée irrationnelle intéressante. Il y a des pensées irrationnelles qui sont intéressantes. Et c'est parce que cette pensée... C'est déjà Kant. Oui. Ben oui. Non, Rastier. Non, je pense que oui. Non, mais... Pardonnez-moi, la critique en un autre sens. Si je puis dire, d'une part,
je reviens un petit peu en arrière, mais je vais revenir à cette question de la pensée. D'une part, Heidegger cite bien de ses contemporains, et par exemple, dans un article encore inédit, Monsieur David cite cette première phrase d'un texte de 1939, qui est tout simplement une citation d'Adolf Hitler dans son discours du 30 janvier 1939, là où il dit « Je vais être prophète ». Et si la finance juive internationale réussissait à précipiter en Europe et en dehors d'Europe une nouvelle fois les peuples dans une guerre mondiale, alors ce ne serait pas la bolchevisation de la terre, laquelle serait la victoire du judaïsme qui s'en suivrait, mais l'anéantissement de la race juive en Europe. Ce texte est extrêmement célèbre. C'est le programme même de la Seconde Guerre mondiale et de l'extermination en même temps. Et ce que cite Heidegger, c'est une phrase de ce discours. Il n'est pas d'attitude qui ne puisse trouver son ultime justification dans l'utilité pour la collectivité qui en résulte. C'est-à-dire le critère de la vérité, c'est l'utilité pour le peuple allemand. Alors, déjà, on a une conception de la vérité qui est d'ailleurs celle qu'a bien exposé Gaëtan Peigny dans son étude sur le séminaire sur l'essence de la vérité. C'est la vision du monde du peuple allemand qui en est le critère. Alors, donc, qu'est-ce que la pensée, puisqu'on nous dit qu'il faut penser avec Heidegger, y compris. Comment continuer la précédente session ici même, il y a 15 jours, c'était comment continuer à penser avec Heidegger. Alors là, je poserai là une question dans la saison 2. Winter is coming. Qu'appelle-t-on penser? Alors, je cite dans les Cahiers noirs, le penser demeure dans l'inapparent inconnu. Et plus loin, une litanie de négation qui appartient à la plus pure tradition de la théologie négative. La pensée n'est pas pour la publicité, puisque tout ce qui est public, ça fait partie de l'affairement juif, etc. Ni pour ceux qui apprirent de leurs esclaves. Ça, c'est un thème que l'on trouve déjà dans la prosopopée de Fabricius de Rousseau. Ni pour la personne de l'homme, puisque il s'agit de dire que le concept d'humanité a disparu. Pour Heidegger, il n'y a pas d'humanité, il n'y a que des humanités. Menschentumheit. Ça a été bien montré par Sidonie Kellerer. Je continue. Ni pour la culture, ni pour les sciences. Ah oui, parce que la culture est enjuivée. C'est aussi ça. C'est ce que Derrida appellera la colonialité essentielle de la culture. Alors, il y a toutes sortes la notion de culture est traînée dans la boue, comme quelque chose d'international, de cosmopolite, etc. Ni pour les sciences, puisque la science ne pense pas, ni pour la philosophie, puisqu'il s'agit de détruire la philosophie. Heidegger le dit plusieurs fois. Je suis un penseur, je ne suis pas un philosophe. Ni pour les pensants, ça c'est l'anti-intellectualisme. La pensée disparaît dans ses propres pensées. C'est-à-dire qu'à la suite, c'est une seule phrase, à la suite de toutes ces dénégations, il y a une sorte d'autodisparition de la pensée. Alors, quelques pages après, toujours dans la même tome des Cahiers noirs, il est dit « La pensée pensante n'entre pas dans le domaine de la philosophie. La pensée est à l'offensive contre la foi en Jésus-Christ. » Évidemment, ce personnage avait des origines douteuses. La pensée est de même hostile aux sciences. Donc, la pensée est ce qui fait le vide autour du monde de la culture, de la rationalité et des sciences. De la rationalité, puisque il écrit une lettre à sa fiancée, il n'est pas encore marié, pour lui dire « je vais mener une guerre au couteau contre la raison ». Vous voyez ? Donc, ce programme d'antirationalisme va se développer. Et c'est pour ça que je me demande pourquoi on peut lire dans Le Monde, à propos des Cahiers noirs, toujours le même article paru il y a un mois et demi,
Il représente un extraordinaire exercice de cheminement d'une pensée qui s'efforce d'arracher la notion de vérité à ses limites actuelles. C'est bien exactement le relativisme absolu dans lequel nous sommes et où le critère de la vérité, c'est la croyance. Je crois, donc c'est vrai. Hein, Si je peux me permettre, il y a 2 ans, à Cité Philo quand même, un programme, le thème c'était la croyance, et dans la présentation de la session, il était écrit noir sur blanc, il serait temps de réhabiliter la croyance contre le savoir. Pardon de rappeler quelque chose qui fait partie du florilège des bacheliers en philo. Quand j'ai voulu abolir le savoir pour faire place à la foi. C'est ce qui ne fait pas de Kant un irrationaliste, pas plus que Heidegger n'était un irrationaliste. Chez Kant, la critique. Bien sûr, mais vous pouvez toujours me dire que ça n'a pas la même valeur chez Kant, chez Husserl, qui lui aussi, la crisis, etc. Ça n'a pas la même valeur chez les uns et chez les autres, entendu. Mais l'interrogation sur la raison, c'est aussi vieux que la philosophie. La philosophie dut-elle même quitter son nom de philosophie pour devenir pensée ou ce qu'on voudra, mais n'en tirez pas des conclusions prématurées ou précipitées. Moi, c'est bon, Si je peux me permettre, quand Kant parle du tribunal de la raison, c'est pas la raison qui est devant le tribunal, c'est elle qui le constitue. Hein, c'est-à-dire, et quand Oui, c'est pardon, tribunal, la raison est aussi devant le tribunal. Ou alors il n'y a pas d'antinomie. Les antinomies kantiennes, qui sont sans solution, comme chacun le sait, n'ont plus aucun sens. il y a un contexte, dans tous les cas. Mais chez Kant, c'est juste pour que la raison elle-même puisse marquer les limites de son pouvoir, ce qui est quand même la philosophie des Lumières, tout simplement. C'est-à-dire, dans tel domaine, on peut tenir des discours à telle et telle condition. Bon, l'intuition sans concept est aveugle, etc., etc. Le concept sans intuition est vide. Enfin, voilà. C'est-à-dire, pour Kant, c'est quelque chose où il s'agit de marquer les limites de la spéculation rationnelle, et non pas du tout, une mise en cause de la raison. C'est au contraire la raison c'est ce que j'appelais tout à l'heure la pensée réflexive. C'est-à-dire c'est une opération réflexive de la raison sur elle-même pour marquer les champs de son domaine. Et quand il parle de la foi, c'est justement pour bien dire, d'ailleurs c'est comme Pascal, d'une certaine manière, c'est que c'est un autre domaine. Et la foi, c'est pas la croyance, par ailleurs. Parce que la croyance produit des certitudes, ce qui n'est pas le cas de la foi. Je vous propose qu'on termine notre discussion avant de vous donner la parole sur le dernier point qui est, au fond, la manière dont se diffuse cette pensée heideggerienne. C'est-à-dire, au fond, la réception... Oui, on en a pas mal parlé de l'antisémitisme. On en reparlera. On va être amené à en reparler. Justement, la réception des cahiers noirs, si on examine comment elle se fait, elle est prise en compte... au fond, par tous ceux qui se saisissent, alors consciemment ou inconsciemment, d'une série de thèmes heideggeriens. Alors, dans son livre, Rastier prend en compte, par exemple, un certain nombre de textes islamistes qui utilisent des références heideggeriennes. Il prend en compte un certain nombre de textes d'extrême droite qui utilisent aujourd'hui encore des concepts heideggeriens. Alors, est-ce que c'est légitime? Est-ce que ce n'est pas légitime? Peut-être, Rastier, vous pouvez expliquer pourquoi vous avez, au fond, utilisé de cette façon la manière dont nos contemporains traitent Heidegger. Oui, alors, on peut se demander si le projet de Heidegger, en publiant tardivement ses cahiers noirs et d'autres textes politiques avant, n'était pas celui d'une radicalisation. Cette radicalisation est en train d'avoir lieu. Je vois par exemple, pour ce qui me concerne, dans une revue de philosophie nord-américaine, un professeur de l'université de Stanford dire « Rastier fait le trottoir ». Bon, ce langage, on le connaît, c'est celui de Brasillac sur Bloom. Je vois par exemple que... le président de la commission des programmes en philosophie, programme actuellement en vigueur, l'ex-président, écrit « Le livre de Rastier est un petit tas de merde ». Heidegger domine, c'est public,
Heidegger domine philosophiquement le siècle précédent, c'est ainsi, les insectes n'y peuvent rien. Vous voyez? Donc, la radicalisation a lieu, parce que ce discours insecticide, on l'a connu à propos d'Arquier de Pellepoix, etc. Mais même les allusions au phylloxéra chez Heidegger. Donc, on peut penser que cette radicalisation est en train d'avoir lieu. Pas partout, mais on n'avait pas entendu ce langage dans ce domaine-là. Alors, on n'est pas responsable, évidemment, de la réception de ces écrits. Mais quand Steve Bannon dit à un journaliste du Spiegel, en tapant sur une biographie récemment parue, qui est en anglais, qui est vraisemblablement celle de Payen, qui était là il y a une quinzaine de jours, il dit « Heidegger, that's my guy, c'est mon type. Hein. » Bon, je ne dis pas que Bannon soit un critère philosophique, mais je veux dire, cette réception post-véritative, puisque de Heidegger est intéressante. De l'autre côté, Alexander Dugin, qui est le cofondateur du Parti national bolchevique et qui est actuellement un des théoriciens eurasistes les plus répandus dans toute la nouvelle droite, enfin l'extrême nouvelle droite internationale, dit... Conseiller de Poutine ? Et se prétend conseiller de Poutine, oui, c'est possible. Mais il fait un entretien avec von Hermann, qui est le dernier, c'était en vidéo, voilà la référence, qui est l'exécuteur des dernières volontés de Heidegger et son disciple préféré. Il dit à von Hermann, la Russie doit impérativement envahir l'Europe. Et par ailleurs, et ça il l'a dit dans un autre entretien, il faut impérativement exterminer les Ukrainiens. Alors, Dugin a théorisé tout cela. Il a fait plusieurs livres sur Heidegger où il explique que Heidegger est vraiment le penseur de l'apocalypse moderne que nous sommes en train de préparer et que, je le cite d'ailleurs un assez long passage en début du livre, et il explique pourquoi il le place au-dessus de Julius Evola, enfin disons l'ensemble de la racaille néofasciste qui lui sert de référence. Et puis, il y a toute l'école, enfin du côté des islamistes, il y a toute l'école chiite iranienne qui, elle, remonte aux années 60, 50-60, où Ahmad Fardid a créé une sorte de théorie de l'intoxication par l'Occident, la West-toxication, bon d'accord, mais ensuite, au moment de la prise du pouvoir, ils ont transposé la théorie de la Führung qu'ils ont prise chez Heidegger en une théorie du Velayat Ifaki. Fardid est explicitement un élève de Corbin et de Heidegger. Il a traduit Heidegger aussi. Et Ahmadinejad fait partie de cette école. Et son premier acte a été la purification des universités avec l'assassinat de 30 000 étudiants. Du côté des sunnites, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a des traducteurs de Heidegger qui font des livres sur le Coran, il y a enfin toutes sortes, un mouvement. D'ailleurs, la Société heideggerienne internationale s'est intéressée à ça. Il y a eu l'année dernière la publication d'un recueil sur Heidegger et l'islam, qui est extrêmement intéressant, dont je vous conseille la lecture, puisque c'est en même temps téléchargeable. Donc, chaque fois qu'il y a des théologies politiques, identitaires, évidemment agressives, il y a la possibilité de se référer à Heidegger, et c'est souvent effectif. Par ailleurs, je me demande pourquoi des auteurs comme Jean-Luc Nancy ont des discours tout à fait complaisants à l'égard des attentats islamistes, disant que tout ça, c'est la faute de l'Occident, de la machination, de la mécanique. À propos de l'attentat de Nice, il explique bien que c'est la faute du camion. Hein. Puisque Auschwitz, c'est la faute des fours crématoires, bien entendu. Vous voyez cette idée que la technique est à elle-même responsable des crimes qui sont commis par ce moyen.
ces questions-là sont finalement très présentes dans l'espace public et dans l'interprétation des attentats divers, des menaces diverses, etc. Alain David. Oui, enfin, ça fait beaucoup de choses, mais bon, je vais essayer de dire quelque chose que j'étais venu aussi pour dire ça, et on n'a pas eu complètement l'occasion ou la possibilité dans nos échanges de le dire. Bon, je suis d'accord qu'il y a autour de Heidegger quelque chose qui touche profondément, en profondeur, à ce qu'est notre époque. Mais c'est justement pour ça que je voudrais lui donner toute sa signification. Et le terme d'antisémitisme, le mot antisémitisme, ou ce qu'on met, ou ce qu'on se représente, à juste raison, mais peut-être trop vite ou trop exclusivement sous le terme d'antisémitisme, fait peut-être obstacle à quelque chose d'essentiel. Et pour le dire, je voudrais citer quelques lignes. Une lettre que Maurice Blanchot écrit en 1968, après avoir rompu. Maurice Blanchot s'était engagé aux côtés des étudiants, aux côtés des gauchistes, de ses amis gauchistes, comme il disait. Il rompt avec ses amis gauchistes à propos sur la question d'Israël. Et voilà ce qu'il écrit. Non, j'ai toujours dit que là était la limite que je ne franchirais pas. Mais maintenant, je voudrais un instant m'interroger, me demander pourquoi ces jeunes gens qui agissent dans la violence, mais aussi la générosité, ont cru devoir faire un tel choix, ont joué l'irréflexion, l'usage de concepts vides, impérialisme, colonisation, mais aussi le sentiment que ce sont les Palestiniens les plus faibles et qu'il faut être du côté des faibles. Mais il y a, à mon sens, une autre raison. C'est que chez aucun d'entre eux, il n'y a d'antisémitisme, fût-il latent, et même aucune idée de ce qu'est et a été l'antisémitisme. Il n'est donc pas vrai que l'antisionisme, c'est l'antisémitisme aujourd'hui. C'est pourquoi le sens d'Israël, même dans ce qu'il a de plus manifeste, leur échappe absolument. Je trouve cela grave. C'est comme si Israël était mis en péril par l'ignorance. Oui, une ignorance peut-être innocente, mais dès lors lourdement responsable et privée d'innocence, mise en péril par ceux qui veulent exterminer le juif parce que juif et par ceux qui ignorent absolument ce que c'est qu'être juif. L'antisémitisme aurait donc désormais pour alliés ceux qui sont comme privés d'antisémitisme. N'est-ce pas un retournement étrange et qui prouve que l'absence d'antisémitisme ne suffit nullement? Voilà ce que je voulais citer. On est devant peut-être quelque chose de plus inquiétant que de savoir jusqu'à quel point Heidegger, antisémite, etc. L'absence d'antisémitisme ne suffit nullement. Et nous voyons, vous y faisiez allusion tout à l'heure, des phrases antisémites, tout d'un coup, atrocement antisémites, tout d'un coup tombées du ciel, tombées de je ne sais où, alors que le sujet même dont on débat, par exemple, la souffrance sociale, la détresse sociale de beaucoup de nos compatriotes, qui est réelle, ne requiert pas qu'il y ait quelque part ici et là de l'antisémitisme. D'où cela tombe-t-il? Comment l'antisémitisme vient-il nous surprendre là où apparemment il n'existe pas? Et je pourrais, si j'avais le temps, mais je vais me taire, citer 1000 exemples de cette situation, y compris au cœur de l'histoire de la philosophie contemporaine. Et il n'y a pas que Heidegger. Et même on pourrait relativement, non pas innocenter, mais rendre plus anodinisé, si je puis dire, un certain nombre des phrases de Heidegger. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nous sommes, voilà en tout cas le message, le propos que je voulais essayer de faire passer, nous sommes devant des dangers absolument redoutables, à propos desquels ou en rapport avec lesquels la question de l'antisémitisme se pose, mais elle ne se pose pas comme nous le croyons trop facilement en habillant tel ou tel personnage d'un habit, d'un vêtement d'extrême droite et d'une chemise brune. Elle se pose sous des aspects et dans des perspectives que nous avons du mal à nous représenter et à imaginer. Et le rapport à la pensée de Heidegger avec toutes ces équivoques est là pour nous permettre d'aborder ces choses à propos desquelles il n'y a pas vraiment de nom.
Oui, alors, dans ce phénomène de l'absence d'antisémitisme, cela fait partie de la radicalisation, c'est-à-dire on évite la question, on déconstruit la notion d'antisémitisme elle-même. J'en parle à plusieurs reprises, on ne sait plus ce que c'est l'antisémitisme, etc. Il y a des discours comme celui sur lequel je me permets de citer un article d'Alain David, déjà cité, mais encore inédit. Oui, oui, oui. C'est Françoise Dastur qui écrit dans un recueil coordonné par Peter Troni, qui est paru en 2015 en Allemagne, Heidegger dit Juden noch einmal, comme si c'était un éternel retour. Hein. Elle dit Drummond, risquant sa renommée et sa position sociale, a osé attaquer les puissances de l'argent. Lesquelles ? Ou bien il dit il a été le défenseur des pauvres et des opprimés et non le raciste et l'antisémite. Donc on est en train de dire Drummond n'était pas antisémite. Hein. Elle continue à propos de Hitler. Il fut jusqu'en 1939 un socialiste et un pacifiste. Oui, bon, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que la disculpation de Heidegger permet de disculper Frank. Ça a été fait dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, un texte dans lequel j'étais accusé de propager des vérités alternatives, fake news. Donc Frank n'est pour rien dans les lois de Nuremberg, Hitler n'est pour rien dans l'antisémitisme, bon, etc., etc. Et ce discours disculpatoire fait partie de la banalisation de l'antisémitisme lui-même, comme Badiou et Hazan ont écrit un petit bouquin très intéressant, L'antisémitisme partout, qui est un calque inversé de « je suis partout », évidemment, et pour dire que l'antisémitisme n'existe pas et que la seule chose importante, c'est l'antisionisme. Donc, on est dans une situation où ce renversement et cette déconstruction de l'antisémitisme fait que ça devient banalisé, c'est des propos, oui, il y a écrit à propos d'un président en exercice pute des juifs, mais bon, ça fait partie du langage ordinaire des réseaux sociaux, sauf que c'est sur une banderole de l'autoroute A6. Le problème n'est même pas pourquoi quelqu'un l'a mis, mais pourquoi personne ne l'a décroché. Hein. Oui, ne parlons même pas de François Ruffin, mais laissons ça de côté. Quand même, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'antisémitisme se dissout et qu'en fait on ne sait pas d'où il vient et qu'il tombe du ciel. Si on reprend ne serait-ce que l'histoire de Mohamed Merah, et qu'on regarde le procès de Mohamed Merah, c'est quand même insensé de lire un peu les comptes rendus de ce procès. Et vous avez peut-être tous le souvenir de ce texte du Libé des historiens au moment du procès de Merah, où je crois que c'était un historien qui était, je crois, Nicolas Mériot, quelque chose comme ça, qui avait fait un texte absolument étonnant, comparant en fait le parcours d'un poilu, Hertz, qui était un élève de Durkheim et qui écrivait des lettres patriotiques en fait et assez enflammées à sa famille depuis les tranchées, et le parcours de Mohamed Merah, en disant finalement c'est la même chose. Et donc en gros, lui, Merah, c'est comme un juif, en fait c'est un juif, d'ailleurs sa sœur est mariée avec, son frère est marié avec une juive, ou je ne sais plus si c'était le contraire, et l'autre là, Hertz, en fait c'est comme un terroriste, donc tout ça c'est pareil, et ça n'est pas grave. Alors Bruno Carcenti a écrit un article tout à fait remarquable qui est paru dans Les Temps modernes en disant la petite musique de la dépolitisation, mais c'est tout à fait de ça qu'il s'agit. Et effectivement, dans le même numéro du Libé des historiens, une historienne relatait un propos de la mère, ou de la sœur plutôt, d'un des soldats, alors non pas alors les enfants juifs, n'en parlons pas, hein, mais d'un des soldats alors musulmans assassinés, et disait « C'est tout à fait étonnant qu'il se soit attaqué à un de ses coreligionnaires, sous-entendu qu'il assassine les petits enfants juifs, aucun problème. » Donc l'antisémitisme n'existe pas trop, moi je pense qu'il existe. Quant à la question antisionisme, antisémitisme, je pense que c'est pas si simple, et qu'en réalité, la manifestation jour de colère, on s'en souvient, et quand on regarde d'un peu plus près, quand on creuse d'un peu plus près, quand on voit ce qui se passe chez notamment des convertis,
absolument converti à l'islam, particulièrement à cause de la question palestinienne. Si on creuse un peu, on voit bien que la question de l'antisémitisme tout court, hein, elle n'est pas très loin, même si elle est en grande partie inconsciente et que jamais ils vous diraient qu'ils sont antisémites. Pourtant, on ne peut pas le faire comme si ça n'existait pas. Bien, écoutez, à ce point de notre discussion, je vous donne la parole, de manière à ce que vous puissiez soit intervenir, soit poser des questions. Il nous reste une bonne demi-heure, donc vous avez la parole. Madame. Bonjour. Juste deux remarques sur les personnes que Heidegger cite, parce qu'il ne cite pas mal. Donc malheureusement, il cite vraiment plusieurs juifs, plus ou moins explicitement, dans un traitement, par exemple le Cassirer. Aussi Bergson, et pour Bergson, je peux vous conseiller une étude de Oriane Dontalchi. Oriane Dontalchi, c'est un pseudonyme, et le livre a été publié vers 2012, je pense, Adversus Heidegger. Il a plusieurs chapitres sur la relation entre être et temps et la reprise de Bergson dans être et temps et déjà avant. Oui, et il cite aussi beaucoup d'autres personnes dans être et temps. Il faut juste que je trouve mon schéma. Par exemple, un certain Konrad Burdach par rapport à la Quora qui a donné le paradigme des soins et de... Là, le nom m'échappe. Mais de toute façon, c'est très connu. Et ce qu'il fait avec Konrad Burdach, c'est exceptionnel. Il cite Konrad Burdach dans une note de bas de page par rapport au mythe de la Quora. Donc, Quora, c'est la création de l'homme par la terre, etc. Vous pouvez le lire, c'est autour du paragraphe 40 dans Être et temps. Mais à chaque fois, quand ils reviennent sur la Quora, donc la sorgue, le paradigme de la cure, quelque chose comme ça, le mot français m'échappe pour le moment, il fait tout à fait autre chose que Burdach. Et vous pouvez regarder dans les revues contemporaines comment Burdach a essayé de sauver son interprétation du Faust contre les attaques. Donc c'est vraiment une problématique très intéressante. Et dans la même revue, vous trouvez Burdach et vous trouvez des interprétations des gens qui sont plus tard devenus nazis, etc. Donc, ce thème de Quora, ça concerne les dernières pages du deuxième Faust de Goethe et c'est repris tout au long de Être et temps et Heidegger fait tout à fait autre chose avec que Burdach. Après, il cite Oskar Becker. Oskar Becker, il doit refaire quelque chose que lui, il n'a pas fait parce que Oskar Becker, c'est un mathématicien et lui, Heidegger, donc c'est une petite note dans la première moitié de Être et temps, mais si vous cherchez un peu, vous trouvez la note sur Oskar Becker. Oskar Becker doit résoudre un problème en mathématiques que Louis Heidegger ne peut pas résoudre parce qu'il n'est pas mathématicien. Et Oskar Becker et Heidegger ont travaillé ensemble sur Cassirer. Et Être et temps se termine quand même sur quelque chose qui est assez étonnant. Heidegger dit très clairement qu'il veut servir d'Iltai dans l'esprit du comte de York. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous quand vous dites, Madame Procuris, c'est un gourou, mais c'est un gourou qui a aussi un maître. Et le maître s'appelle Dilthey, et il veut lui servir dans l'esprit du comte York. Donc, pour moi, c'est très explicite et ça marche comme dispositif herméneutique, ça marche assez bien. Et après, pour les cahiers noirs, il cite énormément du monde. Je n'ai pas tout lu, j'ai lu comme ça. Par contre, il ne cite pas comme nous aujourd'hui, CF, un tel, année, date de publication, page, etc. Il cite les concepts clés. Et je peux vous donner une petite idée. Par exemple, si Heidegger utilise le mot anthropologie, il y a toujours un auteur qui se cache derrière. Et si on analyse le contexte autour de l'utilisation du mot anthropologie, on trouve l'auteur. Par contre, ça présuppose qu'on connaît les auteurs contemporains ou antérieurs, ou l'histoire même, l'histoire des idées anthropologiques, etc. Donc, ça présuppose énormément de choses pour lire ces trucs-là qu'il a d'une certaine manière adopté d'une certaine tradition européenne des aphorismes qui est très difficile, mais ce sont des textes condensés et souvent des notes de lecture.
François Racine. Alors, il y a deux problèmes. Il y a celui des auteurs cachés, et en effet, pour écrire 102 tomes, il réécrit toutes sortes de choses à l'envers. C'est-à-dire, il prend, c'est Emmanuel Faye qui a remarqué ça, la première page de Sein und Zeit, réécrit à l'envers la première page de la philosophie des formes symboliques. Mais il y a toutes sortes de réécritures. On a trouvé des réécritures de Mein Kampf, enfin, bon, tout ça est recodé dans son idiome. Et donc, il y a les auteurs cachés et les auteurs signalés. Alors, c'est à ce système des Vinke, des indices. Quand il dit « Dilthey vu avec le soutien de York », il réfère non pas à Dilthey, mais à la correspondance entre Dilthey et York, et notamment à des textes radicalement antisémites, qui sont ceux du comte York dans cet ouvrage. Ça a été également noté. Donc, tout le système des références fait partie du système de cryptage lui-même. C'est à bon entendeur salut. Et chaque fois, il y a des niveaux, ce sont des textes initiatiques. Donc, il y a des choses qui sont exotériques, on peut lire, et en effet, c'est dans les classes d'initiation à la philo, les sujets du bac. Heidegger est au top 10, enfin, il est au-dessus du top 10. Le dernier, et de très loin, c'est Marx, bien entendu. Et voilà. Donc, on peut lire ça comme ça. Et puis, il y a d'autres signaux qui sont donnés pour l'éducation progressive des disciples et pour leur radicalisation, bien sûr. Oui, alors je voulais remercier Éléonore Bazinec pour son intervention qui m'oblige à nuancer fortement enfin pas fortement, mais dans le feu de la polémique, j'ai un peu simplifié ce que je voulais dire. Il y a bien plusieurs personnes qui sont citées dans les traitants. C'est d'ailleurs l'ouvrage qui a la forme la plus académique de toutes ces œuvres. Mais d'accord, il y a Bergson, tout ce que vous voudrez, mais le fait est que le statut d'Isaac Israéli, par contre, est unique. Il est cité en plein milieu, c'est vrai qu'il est cité juste en note en bas de page, tout ce qu'on voudra. Il est cité après avec saint Thomas d'Aquin. Enfin, il y a une lignée judéo-chrétienne qui est tissée juste à un point architectonique des traitants. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Après, moi et Alain David avons un peu simplifié les choses. C'est vrai en disant que Heidegger ne cite jamais personne. C'est faux. Il cite effectivement. Mais le fait est que dans la majeure partie des cas, ça reste indirect. Et quand François Rastier parlait de la logique des Vinke, c'est-à-dire on est dans l'allusion, un clin d'œil. Un Vinke mit dem Zaunpfahl, c'est avec un clin d'œil avec le poteau. Mais voilà, on est tout de même majoritairement dans une logique du combat indirect. Voilà, pour dire les choses. Je préfère, merci de l'avoir un petit peu quand même corrigé sur le fond. Et puis je vous attends toujours sur la Goïra, parce que ce que vous avez rappelé du travail de York, c'est Emmanuel Faye qui l'avait fait. On vous attend maintenant pour ce que vous avez dit sur la Goïra. Moi, je vous lirai volontiers, Léonard. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Merci à l'ensemble des intervenants pour ce débat pour le moins contrasté. Alors moi, je vais me limiter en fait à deux petites questions. Et je voudrais commencer par demander à Monsieur Rastier s'il connaît la traduction la plus précise possible du mot Verwerflich. Donc là, c'est juste une petite question. Si vous pouvez me répondre, et je vais rebondir. Je vais repartir après. Donc, Verwerflich. Je suis venu là pour apprendre, donc j'attends votre solution. Oui. Alors, Verwerflich, ça veut dire qui est à rejeter. C'est quelque chose qui est insupportable. Voilà. Le petit souci, pourquoi du comment, c'est que dans les fameux cahiers noirs, Heidegger écrit que l'antisémitisme est Verwerflich. Hein. Et donc, ça vient complexifier, il me semble, quand même quelque peu le propos de ce soir. Effectivement, si Heidegger lui-même écrit que l'antisémitisme vulgaire, comme il le nomme, est Verwerflich, ça devient compliqué d'écrire un livre entièrement à charge comme vous faites. Et je pense que la maison Heine a bien fait de mettre un point d'interrogation après le titre de votre propre ouvrage. Et j'embraye immédiatement sur la deuxième question qui va être très courte. Je voudrais poser à l'ensemble
des intervenants la question suivante. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait entrepercevoir, à partir de maintenant, un renversement total dans les lectures de Heidegger par rapport à la question de l'éthique? C'est-à-dire qu'on a toujours dit qu'il n'y avait aucune éthique chez Heidegger. Enfin, en tout cas, c'est souvent ce qu'on entend et ce qu'on lit. Et la question que je voudrais vous poser à chacun, c'est est-ce que vous êtes sûr, absolument sûr, qu'il n'y a pas l'ombre ni le moindre indice d'une éthique chez Heidegger? Oui, enfin, le mot aussi, il y a une éthique au sens grec du mot. Par exemple, dans les lettres sur l'humanisme, il en est question. Mais le sens où vous prenez le mot éthique c'est celui qu'a introduit Lévinas. Et à cet égard, moi je dirais, comme élève de Lévinas, qui a été l'homme de ma vie, je dirais que toute l'œuvre de Lévinas, mais Gaëtan le disait aussi, je crois, tout à l'heure, toute l'œuvre de Lévinas est une sorte d'Auseinandersetzung avec Heidegger. Et je prends un mot pour le dire, c'est le mot heilig, qui prend chez Heidegger sans aucune équivoque, après Rudolf Otto, si vous voulez, qui prend la connotation du sacré, et Lévinas déplace finalement le dernier Lévinas, mais c'est déjà dans les écrits du tout jeune Lévinas, où il parle du numineux, où il s'élève contre ce qu'il appelle le numineux, à ce moment-là, en reprenant d'ailleurs lui aussi Rudolf Otto. Mais le dernier Lévinas, autour de 75, 76, 77, introduit la notion de sainteté par opposition à la notion de sacré. Et là, il y a l'éthique. Alors voilà ce que je vous répondrai personnellement. Oui, alors il y a un argument toujours invoqué à propos de l'antisémitisme d'Heidegger, disant qu'au fond, il n'est pas antisémite, tout simplement parce que les nazis ne considèrent que l'antisémitisme biologique et que lui, il est au-dessus de tout ça. C'est ce que dit d'ailleurs encore Nicolas Weil dans Le Monde. Heidegger récuse vite ce qu'il baptise le nazisme vulgaire, le biologisme ou le racisme, qu'il considère comme un scientisme du XIXe siècle. Et en effet, ce scientisme est lui-même louche, puisque enjuivé aussi. Alors, il n'y a aucune contradiction. D'abord, Hitler lui-même disait les Juifs sont une race spirituelle, geistige Rasse, et non pas, c'est pas c'est pas un raciste biologisant qui dit ça. On sait, c'est simplement complémentaire. Ce n'est qu'une étape, l'antisémitisme biologique. Une des premières actions du recteur Heidegger a été de demander la création d'une chaire d'hygiène raciale. Et d'ailleurs, il a été exaucé. Il fut l'ami et l'obligé de Eugen Fischer, fondateur et directeur dès 1927 de l'Institut d'hygiène raciale, et dont les écrits inspirent en partie Mein Kampf. Et je rappelle que Eugen Fischer a eu comme assistant à la fac le docteur Mengele. On a un télégramme d'Eugen Fischer disant c'est un penseur, Heidegger, exceptionnel, irremplaçable pour le parti et la nation. Donc l'animosité entre le racisme biologique et le racisme métaphysique, l'antisémitisme métaphysique dont parlent Trony et Heidegger notamment, doit être entièrement relativisé. Simplement, l'antisémitisme spirituel ou métaphysique est le couronnement de l'édifice complet. Le même débat a eu lieu à propos de Nietzsche, qui trouvait que les antisémites étaient vulgaires, mais qui écrit « La raison est juive ». Parce qu'elle veut faire passer les nez courbés que pour des nez droits. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Oui, je voulais prendre l'occasion aussi effectivement de corriger ce que le débat a pu avoir de simplification, parce que je pense que c'est juste. Bon, et j'abonde aussi dans le sens de ce que vient de dire François Rastier. Heidegger est très virulent contre des gens comme Kolbenayer, par exemple, dans le tome 36-37, les cours de 33-34, contre ce qu'il appelle une biologie vieillie, la biologie du 19e siècle. Ça ne veut pas dire qu'il va rejeter toute biologie. Il y aura une biologie inspirée par Uexküll qui pourra incarner la modernité nazie, ce qui fait qu'il peut à la fois critiquer certains antisémites, qui va pouvoir critiquer aussi certains penseurs biologisants, tout en formulant effectivement sa propre conception du racisme. Sur le fait, là oui encore, on a dit peut-être un peu vite, il n'y a pas d'éthique chez Heidegger, et bon, je vais un peu abonder dans le sens de M. David, on pourrait être content d'être d'accord sur quelques points quand même ce soir. C'est qu'il n'y a certainement pas d'éthique au sens lévinassien du terme, il n'y a pas d'éthique de la loi et de l'interdit. Est-ce qu'on peut parler d'éthique néanmoins chez Heidegger? Ce serait l'objet d'une réflexion ultérieure. Oui, mais il y a un appel. Moi, je dirais qu'il y a un appel chez Heidegger. Il y a un appel qui doit être entendu par ceux qui doivent l'entendre. Voilà. Madame ? Oui, alors moi je suis germaniste et j'ai commencé mes études en Allemagne et là mes professeurs étaient dans les années 50, à la fin des années 50 et le début des années 60, la plupart du temps de l'école de Francfort. Et quand je suis arrivée en France, tout d'un coup j'ai été confrontée à tous ces gens qui avaient une admiration incroyable pour Heidegger, alors qu'à l'époque tout le monde savait qu'il avait fait le discours du rectorat, qu'il avait été un fanatique de Hitler avec une grande admiration et qui n'a jamais eu un mot de regret en ce qui concerne Hitler pour dire qu'il avait changé d'idée. Et ça a été pour moi un grand étonnement de voir cette admiration, se dire quelqu'un qui approuvait à 100% Hitler pouvait... Comment on pouvait estimer que sa pensée était crédible, si vous voulez. Pour moi, c'était un paradoxe, c'était pas possible. Et alors après, j'ai suivi les cours de Derrida et je me dis, bon, moi un jour, j'ai fait chez lui une petite conférence et j'ai sorti des textes du discours du rectorat où Heidegger dit qu'il est absolument contre la déconstruction infinie, etc., qui est au fond la gloire de Derrida, etc. Mais c'est des choses que les Français ne repéraient pas. Hein, et il dit aussi, l'antisémitisme, c'est pas que dans les cahiers noirs, c'est déjà dans le discours du rectorat, il dit il est contre l'esprit, la définition de l'esprit. Il y a une définition, mais les Français ne voient pas que c'est une définition complètement antisémite. Il dit der Geist ist kein leerer Scharfsinn, n'est pas une acuité de l'esprit vide. Et le leere Scharfsinn en Allemagne est associé évidemment à un antisémitisme. À l'époque, c'était le grand argument des antisémites. Hein, et ensuite, la déconstruction infinie, etc. Alors que là, Heidegger ramène tout à la racine et à la Heimat, et pas à la déconstruction qui est une espèce de perdition. Et là, j'ai jamais compris pourquoi en France, pendant toutes les années 60, 70, etc., il y a eu cette pertinence de l'admiration pour Heidegger. Personne n'a tenu compte de sa réalité politique, que tout le monde savait qu'il n'a jamais eu un mot pour regretter son admiration pour Hitler. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est en face d'une exception française ? Moi, j'en tiens qu'on est en face d'une exception française. Quand on regarde ce qui se passe à l'échelle du monde, aujourd'hui, la réception du langage heideggerien dans l'ensemble du monde, on se rend compte quand même que la France a une situation très particulière. Et je me pose la question de savoir si ce n'est pas René Char, lors de sa rencontre avec Heidegger bien connue, qui a contribué grandement à laisser croire qu'on pouvait penser la philosophie d'Heidegger indépendamment du discours du rectorat d'une part, et d'autre part, de la manière dont il envisageait l'antisémitisme.
C'est-à-dire que René Char n'était pas un philosophe. Et on peut dire que, comme c'était un grand résistant, le label et la joie que René Char a eu à rencontrer Heidegger et à exciper de cette rencontre pour dire que c'était une chose très importante, à mon avis, ça a eu des conséquences dans l'idéologie d'un certain nombre de penseurs français. Et je me demande si ce n'est pas lui qui porte une part de responsabilité dans la manière dont la France a reçu finalement Heidegger. Oui. 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 François ? Oui. Pardon ? Célan. Entre autres. Oui. Alors, dans l'histoire intellectuelle, il y a quand même le fait que la lettre sur l'humanisme est adressée à Jean Beaufret, qui est à la fois son traducteur, oui, etc., dont Faurisson a publié ensuite des lettres de soutien à ses malignements. Et Beaufret organise avec des gens qui sont plutôt dans la mouvance maurassienne, certains liés au régime de Pétain, ça a été le cas de M. de Gandillac, il organise cette réunion à Cerisy qui va être la réunion lustrale avec la visite aussi à Lacan, qui lui, de son côté, avait demandé dans sa jeunesse à Charles Maurras d'être son directeur de conscience. Donc ce blanchiment qui a eu lieu en France a été le début de son rayonnement international par la French Theory, ensuite. Donc il y a plusieurs générations qui se sont succédées et qui font que la flamme heideggerienne est répandue partout par le biais de la French Theory. On a des textes de Foucault disant mon vrai inspirateur c'est Heidegger, etc. Enfin, il y a toutes sortes de raisons à cela. Bon, je laisse la question avec des points de suspension. Monsieur ? Merci. Juste une question extrêmement naïve de la part de quelqu'un qui n'est pas de formation philosophique, mais qui a été passionné par votre débat. Cette question est la suivante, très courte. Comment expliquer la relation de Hannah Arendt avec Heidegger ? On peut conseiller la lecture de l'ouvrage d'Emmanuel Faye, Arendt et Heidegger, où il y a vraiment un dossier. Et maintenant, il faudrait faire le même travail de lecture sur l'œuvre d'Arendt et sa postérité. C'est évident que, par exemple, quand elle dit l'Italie n'est pas un régime totalitaire parce qu'il n'y a pas de camp de concentration, vous voyez, il y a toutes sortes et ces ouvrages sur l'origine du totalitarisme, le fait qu'elle se réfère sans cesse à des auteurs comme Carl Schmitt ou, enfin, disons, des penseurs nazis qui lui servent aussi ou Gehlen qui lui servent d'autorité, fait que ce sont des auteurs extrêmement complexes qui ont permis d'accréditer aussi bien au théâtre qu'au cinéma, ce sont devenus des icônes. C'est-à-dire, les icônes sont par définition des light builders elles-mêmes. Donc, cette image de Arendt plus Heidegger a été usée jusqu'à la corde et elle demeure parce qu'elle est ineffaçable. Elle fait partie de ce qu'on appelle sur Internet les mèmes. Vous voyez, des sortes comme le portrait de Marilyn Monroe et de Che Guevara, un petit peu. Oui, juste un mot pour aller dans le sens de votre question, pour prolonger votre question, mais il n'y a pas eu qu'Arendt quand même. Bon, Heidegger a couché avec Arendt, entendu, mais il y a des tas d'élèves juifs de Heidegger avec qui il n'a pas forcément couché et qui posent ça pose la même question ou une question semblable à celle que vous posez. Jonas, Marcuse, Levitt, etc., etc. Donc là-dessus, tous ces gens-là n'ont pas vu d'abord dans Heidegger l'antisémite forcené qu'on est en train de brosser ici.
Oui, excusez-moi, je peux pas laisser dire ça trop facilement. Je veux dire, on a quand même quelques-uns des critiques les plus acérés de Heidegger que vous avez cités. Marcuse et Jonas, ce qu'ils ont pu écrire sur Heidegger, ils ont peut-être été élèves, ils ont peut-être été attirés à un moment, mais ce qu'ils ont pu écrire, ça tient encore parmi les critiques les plus solides que l'on puisse faire de Heidegger. Heidegger n'est pas. J'ai pas dit qu'Heidegger était sans critique. On ne peut pas les citer comme ça, comme Mais un, non, comme mais un chapelet de perles. C'est pas possible. Sur ce qui n'est pas possible, j'aurais beaucoup à dire. Oui, monsieur. C'est la dernière question. Bonsoir. En fait, ma question, c'était sur la relation de Heidegger avec l'islam chiite et l'antisémitisme en Iran. Quand on sait que jusqu'à aujourd'hui en Iran, il y a presque, c'est la plus grande communauté juive au Moyen-Orient, il y a presque 40 000, entre 30 000 et 40 000 juifs. Et ils ont 2 députés ou un député au Parlement iranien. Très bien. Je veux dire, ça n'enlève rien à la généalogie de la théorie du vilayat et faqih, des références à l'intoxication occidentale dans l'école de Fardid. Je veux dire, le fait qu'il y ait une communauté juive en Iran et qu'il n'y ait pas d'extermination des juifs, c'est parfait. Je ne peux que m'en féliciter. C'est-à-dire, ils ont tout pris Heidegger, sauf ça. Je propose qu'on s'arrête là. Je voudrais vous recommander donc la lecture du livre de François Fédier, qu'on soit d'accord ou pas, de François Rastier, pardon.